Bonjour à tous. Je suis ravi avec tous mes collègues de vous accueillir ce matin pour cette conférence. C'est une conférence que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer avec Chloé Desvignes, que maintenant vous connaissez tous, qui s'occupe au fond des questions liées à l'information des consommateurs et en particulier de tout ce qui concerne le futur catalogue numérique qui va nous occuper ce matin et au début de cet après-midi. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette conférence et beaucoup d'intérêt aussi, puisque comme je le disais tout à l'heure à Stéphane Gigondet, j'ai passé une bonne partie de ma carrière à m'occuper de trouver des données, de rassembler des données, de susciter la création de données. Et je pense que c'est une question absolument clé. Elle l'était pour nous, les chercheurs qui faisons des choses appliquées, mais elle l'est pour tout le monde. Tout le monde a besoin d'informations. Il faut l'avoir, savoir l'utiliser. Et c'est exactement de ça que nous allons parler aujourd'hui. La conférence d'aujourd'hui, par rapport aux conférences habituelles du Fonds français, est un peu particulière, pour deux raisons. D'abord, c'est la deuxième d'une série, peut-être d'une série, je ne sais pas combien il y en aura, mais en tout cas c'est la deuxième sur ce sujet. Et puis d'autre part, c'est une conférence qui vise à soutenir un projet, et non pas à présenter l'état de connaissances ou des choses comme ça. Donc ces deux points sont importants. Je commence par la série. Rassurez-vous, ce ne sera pas la guerre des étoiles. Pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes. Et en plus, on sait dans quel ordre ils se déroulent. Mais c'est important de le dire, puisque la conférence qui a lieu ce matin donc, fait suite à un colloque que j'avais eu le plaisir d'organiser avec Camille Elmer, qui était à l'ANIA à l'époque, et puis Florence Trigler, que les habitués du Fonds français connaissent et qui est derrière le succès de beaucoup d'événements organisés par le Fonds français. Et cette conférence avait eu lieu en 2014 à l'occasion d'un événement du calendrier qui était l'entrée en vigueur de la réglementation INCO. Et on avait pensé que l'entrée en vigueur de la réglementation INCO était un bon moment pour discuter de ces questions d'information et surtout de l'évolution de l'information, c'est-à-dire en gros de sa dématérialisation. Et voilà ce qu'on avait proposé à l'époque. C'était un colloque donc, qui avait eu lieu juste avant la mise en place d'INCO et qui s'appelait « Vers une information à la carte ». Pourquoi vers une information à la carte ? Eh bien, évidemment parce que c'est ça le problème clé. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme vous savez, les consommateurs souhaitent avoir de plus en plus d'informations sur les produits qu'ils vont choisir et consommer. Pourquoi ils veulent de plus en plus d'informations ? D'abord parce qu'on a de plus en plus d'informations, on sait de plus en plus de choses sur les produits, les connaissances progressent. Les consommateurs eux-mêmes ont de plus en plus d'exigences, d'attentes. Ils s'intéressent les uns à la nutrition, les autres aux allergies, les autres aux conditions de production des produits, les autres au nombre de kilomètres qu'ont parcouru les produits avant d'arriver dans leur assiette, les autres aux impacts sur l'environnement, sur la santé, etc. Vous savez que les restrictions alimentaires aussi sont de plus en plus nombreuses. Et donc tout ça génère une demande d'information qui est parfaitement légitime. Enfin en tout cas, en tant qu'économiste, je la vois comme parfaitement légitime, sachant que chacun a le droit de s'informer comme il le souhaite et de choisir les produits sur les bases qui lui conviennent. Donc on a cette question d'information à la carte qui est liée à quoi ? Qui est liée donc à cette croissance d'information, mais qui est liée au fait que, puisque l'information est surabondante, on ne peut pas, évidemment, chaque consommateur ne va pas traiter toute l'information sur les produits. Aujourd'hui, même sur un paquet, même en prenant que l'information réglementaire, vous avez des dizaines d'informations sur chaque produit et vous n'allez pas traiter tout ça. Chaque consommateur a besoin en fait de 2 ou 3 informations pour faire son choix. Le problème est, évidemment, chaque consommateur utilise 2 ou 3 informations différentes. Donc le résultat, c'est que si vous voulez, chaque consommateur n'a besoin que de 2 ou 3 informations, mais tous les consommateurs ont besoin de toutes les informations. Et du coup, on a une difficulté qui peut se régler très simple. Enfin, je pensais au début qu'elle pouvait se régler très simplement, puisqu'on a déjà parlé il y a 4 ans, mais c'est toujours pas réglé. C'est qu'on a besoin de 2 choses. On a besoin de bases de données, ce qu'on a appelé aujourd'hui un catalogue de référence, une base de données dans laquelle il y ait toute l'information, et puis d'outils pour traiter ces données, comme on le fait habituellement avec une base de données, de façon à ce que chacun, pas forcément directement, tout le monde n'est pas capable d'interroger des bases de données compliquées, mais grâce à des applications, puisse trouver les informations qui l'intéressent,
et sous la forme ou avec les outils qui l'intéressent. Parce que là encore, la question des outils, tout le monde n'est pas un virtuose du smartphone, et tout le monde n'est pas capable de scanner 50 produits en 2 minutes dans un supermarché, mais on peut développer des applications et des outils qui soient adaptés à chacun. Donc c'est exactement de ça qui va être question aujourd'hui. Comment constituer ce catalogue? Donc ce catalogue, pour que ça soit une bonne base de travail, il faut que ce soit un catalogue qui soit le plus exhaustif possible, il faut qu'il y ait le plus de données possible. Aujourd'hui, vous savez que des tas d'applications reposent sur des bases de données. Nous, à l'INRA, on en avait créé, on a une base de données qu'on gère, qui s'appelle Locally. Il y en a d'autres, il y a OpenFoodFacts, dont on parlera tout à l'heure. Il y a d'autres bases de données, Weight Watchers en a, etc. Tout le monde constitue des données, et tout le monde passe beaucoup de temps à rassembler des données, ce qui a plusieurs inconvénients. D'une part, on fait plusieurs fois le même travail. Deuxièmement, il peut y avoir des erreurs dans les transmissions des données. Et puis enfin, c'est très difficile d'être à la fois exhaustif et d'être à jour en permanence. Même les distributeurs qui ont les catalogues les plus complets savent que la mise à jour des données est évidemment la question la plus difficile. Mais c'est vraiment la chose à laquelle il faut qu'on arrive. Et si on n'y arrive pas, le problème, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les consommateurs ont besoin de 2 ou 3 informations chacun. Mais s'ils ne la trouvent pas, l'information qu'ils cherchent, pour une information manquante, vous générez de la suspicion et du manque de confiance. C'est-à-dire, mais pourquoi je ne trouve pas l'information dont j'ai besoin? Pourquoi je ne sais pas combien de kilomètres a fait ce produit? Pourquoi je ne sais pas, etc. Et le problème clé qui est aujourd'hui, enfin un des problèmes clés, enfin, on en parle beaucoup dans notre groupe de réflexion au Fonds français, qui est la question de la confiance dans l'information, découle de là, tout simplement. Donc il faut une information exhaustive, fiable, mise à jour. Voilà. Alors, le paradoxe aussi, oui, c'est ça m'a amusé aussi en préparant ça, c'est qu'aujourd'hui, on a des catalogues, on a des bases de données. Il y a celles des distributeurs, évidemment, les premiers qu'ils ont mis en place, c'est bien évident. On a aussi des bases de données qui ont été construites dans une optique de consommation, soit par des consommateurs eux-mêmes, par exemple des gens qui avaient des restrictions alimentaires ou des allergies, qui se sont dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi j'ai pas un outil qui me permet de traiter? Donc ils ont développé des outils. Il fallait à la fois être geek et allergique, mais bon, ça peut fonctionner. Et ça fonctionne, de fait. Et donc on a tout un tas de bases de données, et curieusement, les seuls qui n'ont pas de base de données, c'est les producteurs. Il n'y a pas de base de données des producteurs. Tous les autres acteurs ont généré ou contribué des bases de données, mais pas les producteurs, ou des catalogues qui sont internes. Donc c'est aussi une question qui doit, quelque chose qui doit nous interroger, et sur quoi on va réfléchir aujourd'hui. Alors on va réfléchir en 3 temps. Je vais sauter ça, voilà. Aujourd'hui, le premier temps, c'est que avant de parler on va parler d'abord du projet. C'est-à-dire, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc, il y a une première étape de présentation qui est politique, c'est-à-dire c'est afficher une volonté de faire quelque chose. C'est Manuel Treuil qui va s'en charger pour l'ANIA, pour dire qu'est-ce qu'on veut faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir le faire, donc il nous faut des données techniques, c'est Xavier qui va le faire, parce que, bien sûr, comme ça on dit un catalogue, allez, allons-y, c'est facile, claquons des doigts, mais c'est pas si facile, les produits ont plein de caractéristiques différentes, il faut harmoniser tout ça, standardiser, etc. Le problème des mises à jour, enfin bon, bref, etc. Xavier vous expliquera tout ça, donc il faut de la technique. Et puis, Antoine Durieux, que j'ai pas vu, mais qui va certainement surgir au bon moment, nous expliquera que finalement, gérer des catalogues numériques, on ne doit pas s'en faire une montagne, c'est pas si compliqué que ça. Il y a de bonnes applications qui permettent même aux petits producteurs de rentrer des informations dans des catalogues de façon facile et de les mettre à jour. Donc ça, c'est très important. Deuxième temps, ce sera évidemment les attentes des acteurs. C'est-à-dire que tout ça, vous le savez aujourd'hui, on le sait après les états généraux de l'alimentation qui ont d'ailleurs contribué à remettre sur le devant de la scène ce projet de catalogue. C'est une chaîne et donc il faut que toutes les parties prenantes y trouvent leur compte, les agriculteurs, les producteurs, les distributeurs, et donc on verra les réactions et les points de vue de ces différents acteurs clés.
Et puis enfin, après une petite pause où vous pourrez échanger, parce qu'il est très important aujourd'hui d'échanger, puisqu'on veut recueillir beaucoup de retours sur ce projet, eh bien, ce seront les réactions, les regards critiques des utilisateurs que nous verrons, en particulier des développeurs d'applications, puisque précisément l'idée, en aval du catalogue, c'est les outils pour filtrer, pour traiter l'information, c'est très important, mais aussi, et peut-être j'irais presque surtout, les autres bases de données, je pense à Open Food Facts en particulier, qui a déjà très avancé sur ce chemin, pas seulement d'ailleurs sur la base d'un volontariat ou d'un militantisme, mais aussi sur la base de contributions d'acteurs importants. On parlait de Système U tout à l'heure, de Fleury Michon, etc., qui viennent mettre leurs données parce qu'ils ont compris que le mieux pour que les données correspondent à la réalité, c'était de mettre ses propres données, c'est une évidence. Et puis enfin, aussi les réactions d'autres utilisateurs. À l'INRA, nous avons beaucoup travaillé avec la mise en place d'Ocali sur ces questions des données. Olivier Allais nous en parlera. Et puis aussi des réactions de consommateurs et d'autres, évidemment. Vous êtes tous les bienvenus dans la salle pour en parler, parce que finalement, tout ça, c'est pour les consommateurs, quand même. Et puis quand on aura terminé, Daniel Nero conclura la journée en vous parlant de l'état actuel de ce projet de catalogue numérique, qui est aujourd'hui porté par un consortium ou un triumvirat avec GS1, qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans ces locaux magnifiques, par l'ANIA, évidemment, les producteurs, puisque c'est eux qui vont fabriquer et alimenter le catalogue, et puis enfin par le Fonds français pour l'alimentation à la santé. Et Daniel évoquera, j'imagine, toutes les questions de gouvernance qui se posent autour de ça, parce que vous savez que c'est pas parce qu'on a du numérique que ça règle tous les problèmes. Au contraire, il faut que le numérique, comme le reste, soit administré, ce sont des institutions sociales, et donc c'est très important qu'il y ait une bonne gouvernance pour que les choses fonctionnent. Voilà. Je vous remercie. J'espère que vous allez passer un bon début de journée avec nous. Je vous invite évidemment à réagir le plus possible, puisque là encore, vous l'avez compris, donc c'est pas des présentations académiques qu'on va faire aujourd'hui, c'est vos réactions qui nous intéressent, vos demandes d'informations, savoir ce que vous avez compris du projet, pas compris, etc. C'est évidemment très très important. Non seulement c'est très important, mais je pense même que c'est une condition du succès. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.